invités est journaliste dans les Basses-Laurentides depuis 1982 et entre autres été rédacteur en chef du Nord Info de 1998 à 2015. Mais c'est pour parler de son premier livre paru récemment qu'il est là aujourd'hui, livre intitulé « Papy, le peintre amoureux ». Vous n'oublierez jamais cette histoire vraie et émouvante. Claude Desjardins, c'est tellement étrange parce que ça fait probablement une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on fait des entrevues l'un avec l'autre, mais c'est la première fois que c'est vous qui êtes de ce côté-là de l'entrevue. Ouais. D'habitude, c'est moi l'artiste ou le diffuseur de spectacle. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté comme ça? Très étrange parce que normalement, quand je me pointe à une entrevue, j'arrive avec une liste de questions. Là, j'ai les mains vides. Je vois que tu as une feuille. Oui. Puis j'ai aucune idée là, de quoi tu vas me... Bien, j'ai un peu une idée de quoi tu vas me parler. Là, oui, mais oui. Tu ne m'as pas soumis... on ne soumet jamais nos questions. Là, mais j'ai aucune idée de quoi on va parler. D'accord. Shoot. On va parler d'un livre, entre autres, je vous dirais. La culture a toujours joué un rôle important dans votre vie. Ouais. Vous adorez lire. En parallèle avec votre travail officiel, vous avez fait de la musique, du théâtre, de la poésie. Vous avez même fait la première partie, en quelque sorte, d'un événement mettant en vedette Simone Monet-Chartrand. Ben oui, ça se place bien. Hein? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Bien, ça se passait quelque part dans les années, au tournant des années 80-90. Je m'étais mis à faire des spectacles de poésie. J'appelais ça comme ça parce que je montais sur scène, entouré de musiciens, et je déclamais mes poèmes comme un Lucien Francoeur de la nouvelle vague, si tu veux. Et ça m'a mené à toutes sortes d'endroits que je n'avais pas soupçonnés. Moi, ça avait commencé par des jams avec mes amis musiciens, puis à un moment donné, on se retrouvait sur des scènes, puis on faisait ça devant des publics. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais il y a quelqu'un de la CSN Laurentide, j'espère que je nomme le bon syndicat, ça se peut, ça? Chartrand, CSN? Ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens. Pourrait, oui. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a engagé. Il m'a dit, ben, on fait un événement, nous, à CSN, puis on aimerait ça que tu viennes faire ton spectacle. Moi, je dis, ben oui, je ne refusais jamais une proposition de monter sur scène. C'est tellement enivrant faire ça. Et puis, à un moment donné, j'ai appris que ce jour-là, c'était le lancement de Ma vie comme rivière. Le film? Le livre. Okay. C'est d'abord un livre. Oui, d'accord. Et puis même, c'est comme 2, 3 tomes ou tomes, là, je ne sais jamais comment le dire, là, mais en tout cas. Et c'était un de ces tomes-là qui était lancé ce jour-là. Et il y avait une conférence de cette femme extraordinaire que moi, je rencontrais pour la première fois et qui avait fait une conférence musclée, mais très douce en même temps. Et j'avais vraiment été séduit par cette femme-là qui était dans les dernières années de sa vie à ce moment-là. Et je vous la décris comme ça parce qu'il y a eu la série télévisée qui a suivi où cette femme-là était incarnée par Geneviève Rioux. Et et la performance de Geneviève Rioux m'avait tellement renversé. Elle était Simone Monet-Chartrand, wow. Celle que j'avais vue à cet événement-là puis qui m'avait tant bouleversé. C'était ça. C'était ça. Puis moi, ben, j'avais fait un show dans cette soirée-là, puis ça avait bien été. L'importance de bien tracer le portrait de quelqu'un, on va y revenir parce que c'est exactement ça, votre livre en fait. Quand vous devenez journaliste au début des années 80, rapidement, vous insistez pour que la culture ait un espace à lui dans le journal où vous êtes. Oui. Pourquoi? Ça n'allait pas de soi à cette époque-là? Non, ça n'allait pas de soi. Moi, j'ai commencé en 1982. Il y avait dans les journaux locaux, dans les journaux, ce qu'on appelait les journaux locaux, qui sont devenus des journaux régionaux, là, qui ont pris un peu plus d'envergure avec les années. On parlait beaucoup de politique municipale, on parlait un peu de politique provinciale. On parlait un peu de l'économie locale, de sport, mais il n'y avait pas vraiment de section qui était réservée pour la culture. Moi, je n'étais pas un grand spécialiste, je ne me reconnaissais pas comme un grand spécialiste de ça, mais j'avais un intérêt pour ça. Puis, je devais être quand même assez achalant parce qu'à un moment donné, ce journal-là a eu une section réservée pour les arts, la culture, et moi, ça m'a permis de faire... moi, j'ai commencé comme journaliste sportif et je suis passé des sports à la culture, et ça m'a permis ça fait 38 ans que je fais ça, oui. Et j'ai rencontré tellement d'artistes, de créateurs, de qui j'ai raconté l'histoire, de qui j'ai tenté d'expliquer le travail, et
c'est pour ça que j'aime encore ma job. J'ai fait un petit calcul et c'est sûr qu'il est erroné, OK? Mais admettons au moins 3 articles par édition de journal, 48 semaines par année, 38 temps plein. Ça donne au minimum 572 articles. 472, pardon, événements couverts, personnes rencontrées, dont Clément Gravel, qui va devenir le centre de votre premier livre. Mais 5472, pourquoi lui, tout à coup, il faut faire un livre sur cet homme-là? Bien, parce qu'on me l'a proposé, on me l'a demandé. Mais écoute, puis aussi parce que ça va de soi, c'est une histoire tellement fabuleuse. Bien, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une commande non plus. C'est pas une commande. Ouais. C'est pas une commande. Moi, à un moment donné, je suis au bureau, je reçois un appel téléphonique. C'est la fille de Clément Gravel qui m'appelle et qui me raconte que son père a 94, 95. Maintenant, il a 96, là, mais ça s'est passé, il y avait peut-être 94 ou 95. Et elle me raconte ça, me raconte l'histoire d'amour avec sa femme, comment il a commencé à peindre à 91 ans, puis les répercussions que ça avait. Puis là, moi, je suis là, oui, c'est donc bien le fun. Puis là, voulez-vous faire un article? Ben, racontez-nous donc un petit peu, justement, ce qui est si spectaculaire dans cette histoire-là au départ. Excellente intervention, Frédéric. Un remerciement du journaliste. Là, je sens que le journaliste... Oui, parce que là, Okay. moi, je m'en allais. Je ne passais pas par le bon chemin, là. J'avais pris un petit détour. Allez-y. Ben, écoute, Clément Gravel, Oui. c'est un monsieur qui vient d'avoir 96 ans, qui a commencé à peindre à l'âge de 91 ans, pendant que son épouse, Pauline, était hospitalisée. On ne savait pas pour quelle maladie elle était traitée. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle allait mourir. Et ça faisait 60 quelques années que ce couple-là était ensemble et vivait vraiment le genre d'amour que tout le monde veut vivre. Tu sais. Et donc, ça ne va pas très bien. C'est un gros nuage qui passe au-dessus de leur histoire. Et Pauline pleure tout le temps. Pauline est inconsolable. À l'hôpital. À l'hôpital. Elle pleure tout le temps. Alors qu'elle avait un rire contagieux dans la vie. C'était un rayon de soleil. Ouais. C'était une porteuse de joie, cette femme-là. C'était, justement, t'en parles, elle avait un rire absolument fabuleux. Et là, elle rit plus, elle pleure tout le temps. Clément, son mari, est là tout le temps. Il essaie de la consoler. Il n'y a rien qui marche. Et à un moment donné, je vais essayer de faire une histoire courte, à un moment donné, elle lui tend une boîte, un cadeau. Clément, On est toujours à l'hôpital. on est toujours à l'hôpital. Oui. Elle ne sort pas de l'hôpital, Pauline. À un moment donné, ça fait à peu près 3 mois qu'elle est hospitalisée. Elle lui tend une boîte. Elle dit, bon, je t'ai fait un cadeau. Lui part avec la boîte, arrive chez lui, déballe ça. Et là, il y a 3 toiles, des pinceaux, des pots de peinture. Il n'a jamais tenu un pinceau dans ses mains de sa vie. Il ne comprend pas. Il se dit, bon, je vais y rapporter ça demain. Elle s'est trompée. Mais dans la nuit, il n'est pas capable de dormir. Il se lève, il descend, il prend une des toiles, met ça sur la table, ouvre tous les pots de peinture qui sont là, prend un pinceau, puis il se met à peindre. Et là, cette nuit-là, il a fait un portrait de Pauline qui pleure. Il a appelé ça « Anxiété ». Mais il a fait ça très rapidement, puis il est allé se coucher en se disant « Ça a l'air de rien, voyons donc, pour qui je me prends, moi, je ne suis pas peintre. » Et le lendemain, quand il se lève, il trouve que c'est quand même pas si pire que ça, puis il décide de l'apporter à Pauline, à l'hôpital. Alors, il arrive à l'hôpital, ferme tes yeux, Pauline, accroche le tableau, ouvre tes yeux, Pauline, et là, Pauline se remet à rire. C'est la première fois depuis qu'elle est hospitalisée que son rire si magnifique retentit dans l'espace. Et lui, Clément, en est sidéré. Il se remet à respirer. C'est le bonheur total. Et il se dit, c'est ça que ça prenait. Bien, je vais t'en faire des tableaux, Pauline. Et après la nuit suivante et toutes les autres nuits après, Papy, on dit Papy parce que c'est le nom d'artiste qui s'est donné, qui ont inscrit en bas de son premier tableau. Et qui n'était pas déjà un surnom, là. Qui n'était pas déjà un surnom. C'est D'après ce qu'il m'a empeignant. raconté, là, c'est arrivé comme ça. Eh bien. Il a écrit Papy. Et là, donc c'est ça, il s'est mis à peindre toutes les nuits, parce que c'est la nuit que les miracles se produisent, et chaque nuit, il faisait un tableau dans le seul et unique but de faire rire Pauline le lendemain matin. Mais pas avec cette idée de faire un tableau comique, mais simplement
le fait, ça lui faisait ça à elle. Ça lui faisait ça à elle. Oui. Ça la faisait sourire, ça la faisait rire. Non, parce que c'est un tableau Tout à fait. tragique. Oui, Là, oui, tu sais, oui, oui, oui. C'est un tableau sombre. Tu sais, c'est pas un tableau qui nous dit que ça va bien. Là. Puis, il s'appelle Anxiété, le tableau. Là, tu sais. Mais après ça, il lui a dit, regarde, je vais peindre l'histoire de notre vie. Alors, là, il s'est mis à faire des tableaux. Et puis, il arrivait toujours à l'hôpital. Des fois, le tableau avait un titre parce qu'il a inscrit le titre sur chacun de ses tableaux avec de la peinture. Des fois, il n'y avait pas de titre et c'est en demandant à Pauline, à quoi ça te fait penser, ça? Bien là, ça me fait penser quand on allait dans notre chalet au lac Xavier. Ah, OK, fait que là, il écrivait lac Xavier, mettons. Mais ce n'était pas toujours relié à des anecdotes. C'était relié des fois à des thèmes pour lesquels chacun avait une espèce de lien émotif. Tu sais. Puis là c'est ce qui déterminait les titres. Puis lui, c'est bien important pour lui, le titre. Parce qu'il dit ça, c'est une piste de lecture pour les gens. Parce qu'on est quand même dans de la peinture assez abstraite. Il y a une possibilité d'interprétation dans ce qu'il fait. Là. Absolument. Donc, le titre, effectivement, peut devenir une porte d'entrée. Peut nous aider, peut nous donner une piste. Puis lui, il dit toujours, quand on regarde mes tableaux, il se révèle. Lui, c'est quelqu'un qui est très contemplatif. Il y a un autre personnage dans le livre qui est très important, qui est la forêt. C'est un homme qui a travaillé comme inspecteur forestier pendant des années. Il était pédologue, spécialiste des sols. Et lui, ce qu'il aimait faire, il appelait ça, lui, parler avec la forêt. C'était de s'asseoir dans la forêt et d'écouter le moindre petit craquement. Il avait une connaissance absolument très, pas intuitive, très intime, très scientifique même de la forêt. C'était le genre à se mettre à quatre pattes à terre puis observer un insecte. Et il a tout appris par lui-même. Et il en savait tellement à la fin de sa vie qu'il a obtenu un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec sans jamais avoir suivi de formation. Rétrospectivement, finalement. C'est ça. Ouais. Ils lui ont reconnu les connaissances suffisantes pour lui accorder le titre d'ingénieur forestier. Imagine. Ouais. Il ne s'est jamais dit dans tout ce temps-là, parce qu'il faut dire qu'il va continuer une fois qu'elle va mourir. Il va continuer chaque jour à peindre. Ouais. Mais il n'y a jamais eu la réflexion, pendant cette période-là, je suis un peintre. Lui, c'était vraiment une façon d'être avec elle. C'est ça, c'était autre chose. Il n'était pas en train d'être un artiste. Là. Il n'a jamais eu la prétention d'être un artiste. Et même encore aujourd'hui, il ne se prétend pas artiste. Pour lui, sa job est faite. Il faisait un tableau, Pauline riait. Ça aurait pu s'arrêter à la mort de Pauline. On n'est pas des robots. Il a continué quand même, comme un peu pour poursuivre une espèce de conversation mystique, si tu veux, avec sa femme. Mais quand il peint, c'est toujours avec Pauline en tête. Ce n'est pas pour faire des expositions, parce que ce n'est pas lui qui s'occupe d'organiser les expositions. C'est sa fille, Nicole, qui a comme pris ça. C'était le vœu de Pauline. Quand il a commencé à peindre, elle lui disait, là, il faut que tout le monde voit les chefs-d'œuvre de ton père. Nicole, il faut que tu organises des expositions. Et Nicole... elle a pris ça à cœur. Elle a pris ça à cœur. Moi, je l'appelle celle qui déplace les montagnes. Oui. Elle s'est mise à organiser des expositions. Il y en a eu 23 à date, là, si je ne me trompe pas. Il est question, même ça aurait dû avoir déjà lieu, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on aurait vu des tableaux de papy au Musée national des beaux-arts de Québec. Et c'est ça, c'est Nicole qui gère tout ça. Nicole a été une collaboratrice très importante pendant que j'écrivais ce livre-là, parce que je disais, bien, Nicole, as-tu la photo de tel tableau? Des fois, elle me proposait parce qu'on en voit plusieurs des peintures. Oui, ça, j'y tenais absolument. Elle me suggérait, elle me proposait des sujets. C'est elle qui, tu sais, tu as vu que mon livre est préfacé par Marie Tifo, mais c'est elle qui a intercédé auprès de Marie Tifo. D'ailleurs, pourquoi Marie Tifo? Parce que Marie Tifo se trouve être la cousine de Pauline. La cousine de la femme. C'est ça. Oui, d'accord. La cousine de Et voilà, tu sais, la mère de Pauline s'appelait Elena Tifo. Marie Tifo. Donc, Marie Tifo fait partie de cette famille-là. Elle ne les connaît pas tant que ça. On s'est parlé 2 fois au téléphone, Marie Tifo et moi. C'est drôle, quand j'appelle, c'est Pierre Curzi qui répond. Tu sais. D'accord. Et lui est assez facilement reconnaissable. Il est assez facilement reconnaissable. Et
Et c'est ça. Donc, on s'est parlé une première fois, où c'est elle qui m'a interviewé, parce qu'elle voulait savoir j'étais qui, là, tu sais. Qu'est-ce que c'était que ce Qu'est-ce que projet? c'était ça? T'es qui, toi, Claude Desjardins? Je te connais pas. Bon, tu écrit d'autres choses. Ouais. C'était pas sur ce ton-là, là, tu sais. Ouais. Super gentil, comme on pense que Marie Tifo peut être gentille. Et puis là, ben, j'ai envoyé j'ai dit, ben, je vais vous envoyer quelques chapitres du livre, tu sais, puis vous déciderez après, tu sais. Puis bon, ça donne qu'elle a aimé ça, puis qu'elle a accepté d'écrire un texte. Et elle fait bien ressortir, parce que votre livre parle de toutes sortes de choses, les différentes époques de leur vie, mais aussi les différentes époques. Entre autres, j'ai trouvé ça super intéressant, l'année où ils se sont vraiment rencontrés, parce qu'il y a eu des antécédents, même si les autres ne s'en sont pas rendus compte. Ouais. Mais l'année où ils se sont vraiment rencontrés, 1952, vous nous mettez en relief. Ma foi, c'est une grosse année. Élection de Duplessis, l'arrivée de la télévision. En tout cas, donc, il y a clairement des sauts dans le temps que vous nous faites faire. Ouais. Mais c'est sûr que le cœur de cette histoire-là, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et Marie Tifo le dit bien dans son introduction. C'est une belle histoire d'amour. Papy, le peintre amoureux, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que c'est présenté comme un récit biographique. Vous n'avez pas utilisé le terme biographie. Quelle est la différence? Je suis sûr que ce n'est pas innocent. C'est quoi, pour vous, un récit biographique? J'avais envie de faire quelque chose qui ne serait pas une biographie là, telle qu'on la connaît, là, raconter une histoire dans un ordre chronologique. Je voulais que ça soit un livre qui parle d'amour et de peinture, d'où le titre, Papy le peintre amoureux. Je voulais qu'on raconte cette histoire-là qui, pour moi, tu sais, juste le geste de peindre pour obtenir un sourire le lendemain, pour moi, on touche à la quintessence de la poésie. Là. On est vraiment là-dedans. Et je voulais raconter l'histoire de Clément Gravel, qui est un personnage qui est vraiment pas banal, mais je voulais pas noyer ça, je voulais pas noyer cette histoire d'amour-là dans un recueil d'anecdotes. J'en avais plein pour faire 300 pages, pour faire une bio plus conventionnelle, mais faire la biographie de quelqu'un qui n'est pas connu en même temps, qui ça va intéresser. Alors, je cherchais un dosage. Je voulais qu'on puisse lire ça presque comme un roman. Je voulais raconter une histoire d'amour. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça un récit biographique. Je ne sais pas si ça existe comme terme, mais moi, je me suis dit, bon, ben, je vais le présenter comme ça pour que les gens, que ça mette un peu la puce à l'oreille. OK, ce n'est pas une biographie, c'est quelque chose d'autre. Et c'est vrai que, au fond, le livre commence avec cette histoire-là à la fin de leur vie. Et au fur et à mesure, vous allez faire des allers-retours dans le temps, vers le début, vers la fin, et pas toujours de façon chronologique non plus. Donc, effectivement, en ce sens-là, c'est probablement que ça se lit presque comme un roman, vous avez raison. Moi, j'ai toujours trouvé que vos articles dans les journaux, dans le journal, étaient très agréables à lire. Vous avez une belle plume, ça paraissait, mais ce n'est pas la même chose d'écrire un article et d'écrire un livre, en plus un livre comme ça. Vous avez peut-être déjà répondu, dans le fond, dans votre dernière réponse, mais le principal défi de ce projet-là, c'était quoi? C'était dans le dosage? Qu'est-ce que c'était le grand défi de cet ouvrage-là? Bien, oui, c'était le dosage, parce que quand tu écris un article de journal, tu essaies de mettre l'océan dans une goutte d'eau. Là, tu as tout l'espace que tu veux, mais ça peut être dangereux, ça. Tu peux dire... il y en a des livres qui se sont écrits à 1000, 1200 pages, là, mais par des auteurs gigantesques, ce que je ne suis pas. Mais c'est ça, c'était de dire, bon, mais j'ai toute la latitude possible, mais il faut que je respecte ça. L'idée aussi, le souci, c'était de respecter la structure que j'avais en tête dès le départ. Puis là, moi, j'apprenais tout. C'est la première fois de ma vie que j'écris un livre. Mais j'avais une structure en tête. Je me disais, bon, ben lui, il a dit, je vais raconter l'histoire de notre vie en peinture. Je dis, là j'ai quelque chose qui peut m'aider à avoir une structure. Je vais intercaler, je vais raconter la vie de Clément Gravel, je vais raconter leur histoire d'amour, et je vais intercaler des tableaux qui seront des thèmes autour desquels je pourrai développer. Et il y avait, ce que j'ai aimé faire là-dedans, c'était les descriptions de tableaux. Ça arrive peut-être une ou deux fois où je ne fais pas de description, mais souvent, le livre commence par une description, la description du premier tableau. Et ça me vient de
des cours d'histoire de l'art que je suivais quand j'étais un cégepien. Et il n'y a rien que j'aimais le plus que quand le professeur nous allumait un tableau sur diapositive et qui nous en parlait pendant 1 heure en attirant notre attention sur tel et tel détail. Voyez, ça, c'est pas là pour rien, ça veut dire quelque chose. Donc, il y avait tout ça. Je voulais... c'était quoi la question, non? C'était la grande difficulté, oui, c'est ça, la grande difficulté, défi de ce livre-là. Donc, oui, c'était de faire ressortir ça aussi, d'arriver à donner à voir non seulement sa vie, mais sa peinture aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un extrait de description, mais vous allez nous lire un extrait de quelque chose. Oui. Allez-y donc, Okay. qu'on entende un peu de quoi ça a l'air. Non, ce n'est pas une description, c'est pas une description de tableau. Clément Gravel me répète souvent, puis je pense que ça revient souvent dans ce livre-là, que son histoire est simple. Et que quand tu lui demandes de parler de l'amour qu'il a pour Pauline ou de la vie qu'il a eue avec Pauline, il finit toujours par dire, avec Pauline, tout était beau. Pour lui, c'est pas plus compliqué que ça, puis il l'a jamais... Enfin, je vais lire ça. Oui, oui. Curieux de voir comme il s'épanche aisément sur tous les sujets. La forêt, les curés, les bagarres, la chasse et la pêche, la vie en société, une certaine pandémie, le cycle des saisons et tout le reste. Et comme en revanche, il se fait économe lorsqu'il est question de la chose la plus merveilleuse du monde. Un homme de son époque, dirions-nous, de la race de ceux qui ne s'accorderaient pas la faiblesse d'un mot tendre et qui, au contraire, doivent s'efforcer de rester droits et forts en toutes circonstances, d'être les piliers sur lesquels on viendra s'appuyer dans la tourmente. Ça n'explique pas tout. Quand il parle de Pauline, Clément ne met jamais le moindre voile sur ses sentiments. Aussi succinct soit-il, lorsqu'il évoque le souvenir de son épouse, chacun des mots qu'il prononce porte une charge d'amour qu'il ne cherche à dissimuler d'aucune façon. Il y a comme une vibration dans l'air, ça s'entend, à condition qu'on y soit au moment où ça se produit. Quand on aime, c'est assez court, répond-il, dans un sourire si on lui en fait la remarque. C'est comme si, d'une certaine manière, la chose lui échappait. Comme s'il était placé devant un grand mystère dont il admet et chérit d'emblée l'existence, sans trop chercher à le comprendre, sans même le vouloir en fait. Comme si cette idée d'intellectualiser la chose, de la verbaliser, d'isoler chacune des composantes de ce mystère pour en saisir la mécanique, comportait pour lui un certain danger, celui de le distraire de cet état de grâce dans lequel il se trouve instantanément plongé en sa présence. Au fond, Clément Gravel est un peu à l'image de ce personnage pétri d'amour dans Le mari de la coiffeuse, ce film de Patrice Lecomte sorti en 1990, et dans lequel le grand Jean Rochefort incarne Antoine qui s'éprend de la coiffeuse Mathilde. Leur amour est absolu et Antoine l'exprime de la façon la plus simple du monde. Chaque jour, il s'assoit dans le salon de Mathilde et la regarde travailler. Il épie le moindre de ses gestes et s'en émeut. Son bonheur tient dans ce tout petit geste, dans la contemplation de l'amour incarné. Or, l'histoire de Clément Gravel pourrait porter tout simplement ce titre, Le mari de Pauline. Il y a ça dans ce livre-là. Là, c'est sûr que vous nous le présentez aussi, spectateur de tout ça, mais on sent une grande complicité entre eux autres. À un moment donné, vous racontez qu'elle pouvait juste donner un mot à un moment donné et lui transformer ça en chanson spontanément. Oui, Donc, il y avait beaucoup de jeux entre eux. Tout il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux, oui. Il dit souvent, à un moment donné, on était comme des enfants ensemble. Tout était plaisant. Il n'y avait jamais rien. Ils se sont, d'après ce que Papy dit, ils se sont jamais chicanés. Ils ont, pour aucune raison. Ils n'ont jamais eu de sujet de querelle, même pas l'argent, même pas les enfants. Il dit tout était beau. Et chacun se réjouissait toujours de la présence de l'autre. Ils étaient bien ensemble. Et ils n'ont jamais eu d'autres amis. Lui, il dit, moi, j'ai jamais eu d'autres amis que Pauline. Je ne peux pas parler pour Pauline, là, mais lui, il le dit ça très clairement. Il n'a jamais eu d'autres amis
que Pauline. C'est énorme. C'est D'avoir énorme. cette personne-là dans sa vie, Ouais. c'est énorme. Ouais. Le temps file, mais quelques petits derniers trucs qui piquent ma curiosité. C'est une chose de vouloir publier un livre, c'en est une autre de décider de publier à compte d'auteur. Ouais. Ça veut dire, soit je suis trop pressé, il faut que ça sorte, ou soit je veux garder le... Pourquoi à ce point? Parce que d'autres attendraient de trouver un éditeur. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans pour vous, le fait de dire « je le fais moi-même » ? Ouais. Et pour être plus précis, ce n'est pas à compte d'auteur, c'est auto-édité, c'est une autre affaire. Bon? À compte d'auteur, tu peux approcher une maison d'édition qui va t'accompagner. Il y en a qui sont spécialisés. Oui. Ils vont t'accompagner, puis toi, tu leur donnes ton manuscrit, puis ils vont te charger quelque chose, ils vont s'occuper de la mise en marché du livre. Mais dans le fond, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles j'ai décidé de le faire en auto-édition. Un, bien, l'âge de M. Gravel. Au début du processus, M. Gravel m'a dit « D'après moi, je ne le verrai pas, ce livre-là. » Là, je me suis dit « Non, il faut absolument qu'il voie le livre. » Je sais que quand on essaie d'approcher un éditeur, ça peut être plus long qu'on le souhaite. Tu peux envoyer ton manuscrit à plein de maisons d'édition. Tu ne sais pas s'il va être retenu. S'il est retenu, bien, tu sais qu'il y a un comité qui va passer par-dessus. On va te retourner le manuscrit avec on va te demander... La sortie sera à un moment donné. C'est ça. Ça peut être... je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais ça peut prendre peut-être jusqu'à 1 an. Je ne sais pas. Là, je ne m'y connais pas assez là-dedans, mais tu sais, je connais quand même des auteurs qui m'ont dit que ça pouvait être ça, à peu près le délai. Puis là, moi, je ne voulais pas que ça prenne tant de temps. Et l'autre raison, c'est que je me disais, là, bon, c'est mon premier livre. Est-ce que ça va être le seul livre que je vais écrire dans toute ma vie? Je ne sais pas. Alors, je me suis dit, si c'est le seul livre que j'écris dans ma vie, parce que moi, c'était un rêve d'avoir mon nom sur un livre, je me suis dit, bien, si c'est le seul, il va être comme je pense qu'il doit être, au risque de me tromper. Oui. Voilà. Votre confinement, notre confinement des derniers mois, finalement, vous étiez en train de travailler sur ce livre-là, vous étiez en train de le finir. Est-ce que, parce que lorsque vous m'avez raconté cette histoire-là pour la première fois, dans le contexte du confinement, j'ai trouvé ça encore plus beau d'avoir ces deux-là qui se sont aimés et qui ont réussi à garder le contact jusqu'à la fin. Il y a quelque chose. Vous, est-ce que ça a changé votre regard sur ce que vous étiez en train de faire, le confinement? Mon regard, non, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu sais, le plan, c'était... Bon, moi, je suis allé une première fois chez Papy. Je suis entré dans cette maison qui est comme la caverne d'Ali Baba. C'est plein de tableaux. Et on devait se voir, tu sais, ponctuellement. On n'a pas pu se voir à cause du confinement. Ça s'est fait à distance. Donc, il a fallu que je me mette vraiment à l'écoute, que j'essaie des fois de le décoder puis de deviner. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois dans sa posture, tu vois dans les gestes qu'il fait, qui vont te donner des pistes qui vont orienter ton écoute, ta façon d'écouter puis ta façon de comprendre ce que la personne t'a dit. Là, c'était à l'oreille, au téléphone, à distance. Il fallait que je sois très attentif aux modulations de... Puis ça, c'était pas conscient, là, je l'ai réalisé après, là, tu sais. Mais c'est ce que j'ai dû faire. Il a fallu que je le devine souvent. Puis là, oups, on a quelque chose, on a une émotion là-dessus en particulier, parce que ça reste un homme de peu de mots, malgré les belles choses qu'il dit. Oui. Comment on fait pour acheter, parce que là, on n'est pas dans un cas, il va y avoir certaines librairies, mais comment on fait si on veut acheter ce livre-là? Bien, là, j'ai un site web, claudedesjardins.com. Et quand on arrive sur cette page web-là, on tombe tout de suite sur la couverture du livre et on peut commander. Puis moi, bien là, dès que je reçois une commande, je mets le livre dans une enveloppe, je mets ça à la poste, puis ça prend quelques jours, vous l'avez entre les mains. Alors donc, si vous voulez tout savoir sur cette magnifique histoire de bonheur pur, rencontre d'une femme, on n'en a pas parlé, une femme qui parlait aux fleurs. Oui. Et d'un homme qui jasait avec les arbres, quand même. Oui. Ils étaient prédestinés. Ça s'intitule « Papy, le peintre amoureux ». Claude Desjardins, merci d'avoir passé un dimanche à la bibliothèque avec nous. Bien, ça me fait tellement plaisir. On vous souhaite le meilleur avec ce livre-là. À très bientôt. Merci de m'avoir invité.